En 1995, c'était le premier dessin animé entièrement réalisé en images de synthèse et le premier long-métrage des studios Pixar. Il était signé John Lasseter. 24 ans plus tard, Toy Story est un monument de la pop culture contemporaine avec ses personnages, Woody le cowboy, Buzz le cosmonaute, Rex le dinosaure, ses chansons signées Randy Newman et ses épopées à hauteur de jouets. Voici donc le 4e volet. Mais d'abord, petit flashback quand même. Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent, Philippe? C'était il y a 9 ans et on croyait que c'était la fin de ce qui aurait été une trilogie. C'est-à-dire que Andy, le petit garçon, avait grandi, donc il se séparait de ses jouets et à la fin, il donnait ses jouets à une petite fille, à une petite Bonnie, et puis on pensait que ce serait fini de Toy Story. Sauf que, voilà, et c'est ça qui est fort dans la série, c'est que tout d'un coup, on prend le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, dis donc, ça a drôlement marché, on va vite faire un Toy Story 4, ils se sont dit, non, c'est fini. Et puis, on a eu envie d'y revenir, et puis... est-ce qu'on a une autre idée? Et en fait, l'histoire n'est pas finie, parce que l'histoire va rebondir chez cette petite fille. Parce qu'évidemment, les jouets d'Andy ne sont pas forcément ses jouets préférés à elle. Donc comment les jouets vont s'intégrer avec les autres jouets, avec une autre équipe de jouets? Et puis, il va y avoir un nouveau jouet qui va arriver, et qui est un jouet fabriqué. Un jouet avec du plastique. Alors en plus, le plastique a mauvaise presse. Et le jouet lui-même se déprécie, c'est-à-dire qu'il considère qu'il est un déchet. Donc le film devient existentialiste. Qu'est-ce qu'un jouet? Il y a de la fourchette. Et il y a du road des trip. images. Il y a du road trip parce que on voit aussi l'évolution de l'animation. Alors pas avec cet extrait, c'est pas moins flagrant, mais il faut savoir que c'est un road movie. On va dans les grands paysages, on va dans la fête foraine. Alors on nous a donné que cet extrait-là, je vous cacherai pas, hein. Mais on peut quand même voir par rapport à 95 où on avait le même genre de décor de chambre d'enfant, à quel point l'animation a augmenté. Et il y a toujours des idées de cinéma pour tout. Là, on va vous montrer le nouveau jouet. Et c'est comme un accouchement. Et c'est comme si Woody était une sorte de sage-femme. Regardez, il va sortir l'enfant, il va sortir le nouveau jouet. Alors, comme toujours, c'est la main qui apparaît comme dans l'apparition des monstres. Et regardez, c'est presque une sage-femme et il le présente aux autres. Il présente le nouveau compagnon de jeu et voilà, et qui s'appelle Fourchette. Et c'est ce Fourchette qui a des problèmes existentiels, mais qui vont du coup créer toutes sortes d'aventures, parce que, évidemment, il y a des poursuites, il y a des gags, et surtout, il y a de l'émotion. Et on retrouve, malheureusement pas dans cet extrait, mais on retrouve dans le film, voilà, on retrouve la bergère, vous savez, hein, la lampe avec ses 3 moutons. Et ça, c'est génial. Le film commence avec un pré-générique qui est un flashback 9 ans avant. Et il y a la séparation entre Woody et Bo la bergère, parce qu'on se disait qu'il y avait peut-être un petit crush. Marie, est-ce que 24 ans après sa création, Toy Story garde sa fraîcheur, sa créativité, son immense créativité? Mais oui, à ma grande surprise. Alors j'avoue que pendant le premier quart d'heure du film, à peu près, c'est pas gagné pour moi, parce que... Sauf le pré-générique. Voilà, sauf le pré-générique. Mais là, évidemment, alors ils sont bizarres chez Pixar, ils nous donnent l'extrait qui est un petit peu le moins intéressant du film. C'est-à-dire que tout ça, c'est des choses qu'on a beaucoup déjà vues. On est dans la chambre, on est avec les jouets, le jouet est-il remisé au placard, il est malheureux, il a un mouton de poussière, tout ça, bon. Et là, je me dis, ça sent manche mal, alors que j'ai une grande histoire d'amour avec Toy Story. Et puis tout à coup, Philippe le disait très bien, on part à l'aventure. Et c'est la grande aventure. La grande aventure sur la route, la grande aventure dans une fête foraine, et la grande aventure qui, pour moi, surpasse tout, dans une brocante, un magasin d'antiquité. Et donc là, on a les jouets actuels, les vieux jouets remisés sur des étagères, et effectivement... on est à la frontière du film d'horreur et le film invente 1000 choses et nous surprend sans arrêt. La chanson, c'est la chanson de Shining à ce moment-là. Lily. Moi, je suis un peu Sid, le mauvais petit voisin qui casse tout. Dis donc. Moi, j'ai un souci. En fait, ils sont les maîtres, c'est l'empire du minou-minou. Et j'ai en fait un souci parce qu'effectivement, on se place à hauteur d'enfant, dans l'animisme de l'enfant, dans l'intimité, à hauteur de jouet. C'est le fantasme absolu, mais l'hyper-réalisme de l'image de synthèse, moi, est un frein, de manière générale, sur toute la saga, au merveilleux. Et dans ce film-là, je trouve que l'hyper-réalisme de l'image teinte même l'histoire. Il a fallu que j'attende la fin du générique et les petits extraits de fin pour atteindre la folie possible par l'animation. Et j'ai été très déçue. Et moi,
contrairement à toi, c'est justement l'hyperréalisme qui fait la force du film. C'est-à-dire que soudain, ça devient, comme vous disiez, un film à hauteur de jouet. Et ça devient un film extrêmement mécanique. Et il faut qu'il y ait du réel, il faut qu'il y ait du concret pour qu'on puisse comprendre à ce moment-là que la moindre chose devient une extrême difficulté. Il y a une scène incroyable, on joue sur des flashbacks, on joue sur des possibles, sur l'histoire d'une clé. C'est incroyable. Et alors, il y a autre chose. Tu parlais à ce moment-là de la scène dans le magasin d'antiquité. Il y a des références cinématographiques qui sont sublimes. Il y en a une à Sunset Boulevard, il y en a une à Shining. C'est la poursuite infernale. Hein. Dans le flashback, c'est la poursuite infernale. Mais voilà, et c'est là où on prend finalement notre pied et que c'est un film absolument pour tout le monde. C'est-à-dire que les gosses vont adorer être à hauteur de jouet et voilà, ressentir les émotions, les gags. Ils sont très efficaces. Et nous, cinéphiles, on va aller piocher un petit peu à droite à gauche. Et puis, le personnage de la bergère, moi, je le trouve absolument génial parce que c'est prétexte. Elle enlève sa robe. C'est prétexte à une love story. C'est prétexte à une love story. Et Non, en mais c'est pour réalité, montrer qu'elle a une combinaison et qu'elle va à l'axe. Non, mais Mad voilà. Max, hein. C'est une Mais G.I. Jane. Hein. Elle ne fait pas un strip. c'est une hein. femme qui est indépendante et qui est en train de nous dire qu'elle n'a pas besoin d'appartenir à quelqu'un pour vivre sa vie. derrière son Formidable, il y a une émotion, progressiste. il y a une émotion incroyable. Le personnage de Woody va grandir pendant oui, ce film. c'est un Et c'est un épisode personnage de qui est la dépressif, transition. c'est un personnage qui est en train de devenir une poussière, qui est en Et train il d'être donne abandonné. sa voix C'est un à film une sur jeune la seconde femme. chance. Mais c'est intéressant, c'est aussi intéressant parce que comme ça fait 24 ans qu'on suit Toy Story, ça suit aussi les avancées, les terreurs de la société. Et là, il y a quelque chose qui se raconte. Il donne littéralement le sa personnage de voix à une Fourchette, petite pour le poupée. coup, qui à la base est Et c'est le persuadé d'être un retour à détritus. l'imaginaire, Tout d'un effectivement, coup, on de- lui prouve qu'il peut être primaire. autre chose Et la qu'un seconde détritus, chance, tromper le déterminisme. est-ce qu'on peut avoir droit à sa seconde chance? Eh oui. Qu'est-ce que vous êtes enthousiaste. Toy Story 4 de Josh Cooley vous attend donc au cinéma. Allez-y, même si vous avez passé l'âge.